Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode, je vous raconte la vie incroyablement turbulente d'une souveraine de l'Europe du XVIIe siècle. Elle fit parler d'elle autant par ses mœurs que par ses foucades politiques et religieuses, une femme libre, audacieuse et très déconcertante. Seconde partie, les tribulations de l'ex-reine de Suède. « 11 jours après son abdication, le 12 juin 1654, l'ex-souveraine qui a 28 ans prend la direction du Danemark, escorté de quelques fidèles, uniquement des hommes. Quelques jours auparavant, 12 gros vaisseaux chargés à ras-bord avaient fait voile vers l'Allemagne emportant pêle-mêle des tapisseries, des meubles, des centaines de panneaux, des milliers de manuscrits, des bronzes, des marbres, des médailles, des joyaux, des pièces d'orfèvrerie, des monnaies d'or et d'argent. Pour le dire simplement, elle a vidé le palais royal. Son vieux mentor, Oxenstierna, résume tristement la situation. Jamais ennemi ne coûta plus à la Suède. Elle a fait couper ses cheveux, elle se déguise en homme, chausse des bottes de chasseur, monte à cheval comme un homme et se fait désormais passer pour le fils du comte de Donna qui l'accompagne. Sitôt franchie la frontière du Danemark, matérialisée par un petit cours d'eau, elle descend de cheval et s'écrie « Enfin, je suis libre. Enfin, je me suis échappée de cette Suède où j'espère bien n'avoir jamais à revenir. » Après Hambourg, Osnabrück, Münster, elle arrive à Anvers le 12 août. Elle passe par La Haye et arrive enfin à Bruxelles le 23 décembre 1654. L'archiduc Léopold Guillaume d'Autriche l'accueille. Connaissant les difficultés financières de Christine, il lui offre l'hospitalité. C'est à Bruxelles, au soir du 24 décembre, au palais du gouverneur, qu'elle abjure solennellement le protestantisme et fait sa première profession de foi catholique. Les témoins signent le procès-verbal, parmi eux l'archiduc Léopold et Antonio Pimentel, qui venaient d'arriver dans la ville en qualité d'ambassadeur extraordinaire du roi d'Espagne. L'ex-reine demeure 9 mois à Bruxelles. Ce sera une succession de fêtes, de mascarades, de tournois et de carousels. Elle quitte la Belgique le 22 septembre 1655 pour arriver le 30 octobre à Innsbruck, où elle est accueillie par l'archiduc Ferdinand Charles, gouverneur de la ville. Elle y fait son entrée officielle, puis toute la famille archiducale et la suite de Christine se rendent à une messe célébrée avec un faste inouï, bien que considéré comme privé. L'ex-reine ne suit pas l'office avec les autres fidèles, mais elle y assiste grâce à une petite ouverture pratiquée sur le côté du chœur de l'église qui lui permet de voir sans être vue. C'est seulement le lendemain qu'elle revient dans cette église pour une profession de foi solennelle et publique. Vêtue d'une somptueuse robe noire à la française, en velours et satin, avec un seul bijou extraordinaire, une croix d'argent constellée de diamants et de saphirs. La nef et le chœur de l'église ont été entièrement tendus de draperies aux broderies d'or. Sous un baldaquin de velours pourpre s'élève une estrade réservée à Christine, aux archiducs et à l'ambassadeur extraordinaire du roi d'Espagne, Pimentel. Après le Veni Creator, elle s'avance jusqu'au maître-autel et s'agenouille sur un coussin. L'archiduc et Pimentel vont servir de témoins. Ils l'entourent. Elle lit alors en latin et à forte et haute voix le texte du credo. Puis, elle pose sa main sur une évangile reliée aux armes de la Suède. Elle prononce un serment qui entérine sa conversion définitive. La deuxième phase de la conversion s'est donc déroulée à Innsbruck. Pour la communion, elle attendra Rome et le pape. Le 8 novembre, la caravane suédoise repart, passe le col du Brenner et affronte la vertigineuse descente vers Bolzano et Trente avant d'atteindre Vérone. Enfin, le 20 décembre 1655, elle fait halte à la Storta, à 4 lieues au nord de Rome. Elle est attendue par un cortège imposant avec à sa tête le cardinal de Médicis et le cardinal Frédéric de Hesse. La chevauchée solennelle de Christine ne devant avoir lieu qu'un peu plus tard, il s'agit cette fois d'une entrée incognito. Néanmoins, pour la circonstance, les deux prélats ont prévu une 60aine de carrosses.
L'ex-reine prend place dans le plus beau d'entre eux, celui de sa sainteté elle-même. Les deux cardinaux s'installent en face d'elle. Ils entrent dans Rome par la porte Pertusa, murée depuis 1527 et que le pape a fait rouvrir pour elle. Il est 7 heures du soir, on est en décembre, la nuit est tombée, mais malgré cela, un public curieux est massé le long des rues. Christine demande alors ironiquement au cardinal de Médicis « Est-ce cela qu'on appelle une entrée incognito ?» C'en est une, car la suite royale n'entrera pas au Vatican par la place Saint-Pierre, mais par l'arrière du palais. Christine va y passer 2 jours. L'entrée solennelle n'a lieu que le 23 décembre. Christine quitte alors le Vatican au début de l'après-midi pour se rendre à la Villa Médicis. C'est là que va se former le cortège triomphal. Toutes les maisons sont ornées de fleurs, de tapisseries et de tentures. La population entière s'est mobilisée pour participer aux festivités. Montée en Amazone sur un cheval blanc, l'ex-reine, poudrée, fardée et même coiffée pour l'occasion, est solennellement reçue à l'entrée de la ville par le Sacré Collège et toute la cour pontificale. Selon la tradition, on lui remet les clés de la cité sur un coussin de velours rouge. Arrivée place Saint-Pierre, des milliers de badauds s'écartent pour la laisser passer jusqu'à la basilique. De là, elle se dirige vers la chapelle Sixtine où le pape Alexandre VII l'accueille enfin officiellement avec des paroles pleines de bonté. Comme prévu, c'est le jour de Noël que Christine reçoit sa première communion des mains du Saint-Père. Immédiatement après, il lui donne la confirmation sous le prénom d'Alexandra, qu'elle ajoutera parfois à celui de Christine. Au banquet qui suit la cérémonie, elle ne peut pas être servie à la même table qu'Alexandre VII, mais elle est placée assez près de lui pour pouvoir lui parler sans trop élever la voix. Malheureusement, le pape est très sourd. Elle s'en moque avec son autre voisin, un chenapan nommé Santinelli, qui lui glisse à l'oreille des histoires salaces. Ce mélange de dévotion et de polissonnerie enchante évidemment l'imprévisible ex-reine de Suède. Sa conversion en 3 temps a stupéfié l'Europe, l'historien Alfred Neumann en témoigne. Rome et le monde entier ne parlaient que d'elle. Elle avait obtenu ce qu'elle désirait, elle avait élagué sa royauté de tout ce qui était devoir ou peine et pouvait désormais vivre dans la griserie de son indépendance romaine. Dès le 26 décembre, Christine s'installe dans une des plus belles demeures de Rome, le palais Farnèse. Il venait d'être somptueusement restauré par le duc de Parme. Avec toutes les œuvres d'art du palais de Stockholm, elle peut le décorer avec faste. Le palais Farnèse va devenir le centre de la vie mondaine, littéraire et artistique romaine. Le pape aurait sans doute préféré convertir une reine régnante, mais une ex-reine de Suède, cela n'est quand même pas mal. Pour lui prouver combien il est heureux de sa conversion, il va la couvrir de magnifiques cadeaux, une bague ornée d'un rubis d'une grosseur presque monstrueuse, un buste de marbre antique et même une lettre de change de 90 000 couronnes espagnoles. Aussitôt, la noblesse romaine imite le souverain pontife. Les Pamphili, les Orsini, les Altieri et bien d'autres offrent à Christine des livres précieux, des œuvres d'art, des chevaux et des carrosses. Le cardinal Colonna est le plus généreux. Il la couvre de bijoux dont une somptueuse émeraude. L'histoire ne dit pas si Christine a partagé le lit du prélat. Malgré toutes ces générosités, les revenus suédois arrivent chichement et elle dépense sans compter. De plus, elle se fait voler copieusement car le palais Farnèse est devenu une caverne de brigands. Les brigands sont les frères Santinelli et Monaldeschi. Ils rançonnent la domesticité, font installer des salles de jeu et des tripots au rez-de-chaussée du palais. Le duc de Parme s'inquiète un peu pour son palais, des rumeurs commencent à se répandre et la fervente catholique qu'est devenue Christine a des mœurs très libres avec les voleurs installés chez elle. De plus, l'ex-reine est l'enjeu d'une rivalité entre les ambassadeurs du roi de France et du roi d'Espagne à propos d'une possibilité qu'on lui transmette le royaume de Naples. Le pape ne souhaite que son départ. Au même moment, une épidémie de peste ravage Naples. Il est temps que Christine quitte Rome. Alexandre VII lui fait savoir qu'il met à sa disposition 4 galères. Elle quitte la ville le 19 juillet 1656 en pleurant à chaudes larmes. Le 29, elle est à Marseille. Arrivée à Paris le 8 septembre, elle rencontre Mazarin à Compiègne. Le cardinal promet à l'ex-reine de Suède de soutenir sa candidature au trône de Naples et même de lui fournir une armée à condition qu'à sa mort, ce royaume revienne aux frères de Louis XIV.
Ce serait un bon moyen d'affaiblir l'Espagne qui règne encore à Naples. Un traité est signé pour concrétiser la Conjuration de Compiègne le 22 septembre 1656. Après un aller-retour en Italie pour conforter sa position, Christine revient en France pour discuter avec Mazarin du trône de Naples, mais celui-ci n'y tient pas du tout. Il a déjà renoncé à la soutenir. Elle s'arrête à Fontainebleau en attendant d'être reçue par le cardinal. C'est là qu'elle s'aperçoit que dans toute cette affaire napolitaine, elle avait été trahie par les Santinelli ou par Monaldeschi. En effet, les autorités espagnoles de Naples agissent comme si elles redoutaient une attaque ennemie et construisent des fortifications sur toute la côte. Quelqu'un les avait donc prévenus. Elle fait surveiller la correspondance des Santinelli et de Monaldeschi et elle découvre que ce dernier est le traître. Elle décide de l'exécuter. Toutes les lettres prouvant sa trahison sont réunies dans un paquet cacheté. Christine le fait apporter à Fontainebleau. Le 10 novembre 1657, l'ex-reine s'entretient dans la galerie des Serres avec Monaldeschi. Un peu plus loin se tiennent les frères Santinelli qui ont le visage farouche. Un religieux apporte à Christine le fameux paquet cacheté contenant les preuves de la trahison de Monaldeschi. Elle ouvre le paquet, lit les lettres, puis lui demande s'il les a déjà lues. Il comprend alors qu'il est perdu. Les Santinelli se jettent sur lui, l'assassinat est atroce. Il va durer 3 heures. C'est un scandale épouvantable. La scène, effroyable, est une grave faute politique. Elle voit à Christine la réputation de faire éliminer ses amants, car Monaldeschi en était un, mais il était aussi un traître. Toutefois, après ce scandale, elle quitte la France en mars 1658, ne laissant derrière elle qu'émotion et réprobation. Elle fera alors une brève tentative pour récupérer son royaume de Suède, car en 1660, son successeur meurt ne laissant comme héritier qu'un enfant de 5 ans à la santé fragile. Mais Stockholm ne veut plus d'elle. À 2 reprises, ses prétentions d'assurer la régence sont refusées. Elle tentera d'obtenir le trône de Pologne, appuyée par le cardinal Azzolino, mais sa candidature est évincée. Christine n'a plus qu'à reprendre le chemin de Rome. Son dernier séjour romain ne se déroulera pas au palais Farnèse, mais au Riario, vaste demeure sur le Janicule. Là, miraculeusement, en 1672, avec la majorité du roi de Suède Charles XI, Christine va recevoir tout ce que l'État suédois lui devait depuis son abdication. Elle peut, de nouveau, mener grand train et connaître une large aisance. Désormais, toute l'aristocratie qui l'avait un peu boudée se presse chez elle. Elle accumule à nouveau des collections d'œuvres d'art constituées avec un goût très sûr. Au 2e étage, elle présente un cabinet de médailles qui sera célèbre dans toute l'Europe. Elle fonde et finance un théâtre dans l'ancien couvent de Tordinona. Elle y permet à une troupe de chanteurs d'un genre totalement nouveau en Italie de se produire. Pour les représentations d'opéra, les rôles féminins ne seront plus tenus par des castrats mais par des jeunes filles ravissantes, sélectionnées non seulement en raison de leurs aptitudes musicales, mais aussi en fonction de leur beauté. Tout Rome, de l'aristocratie au peuple, se presse pour assister à ces représentations si nouvelles. Christine fonde aussi l'Académie des Arcades où l'on peut débattre de tout sujet. Elle commande un festival de musique au célèbre violoniste Corelli, se passionne pour l'astrologie et se plonge dans des expériences d'alchimie. Elle écrit une vie de Jules César et surtout sa fameuse autobiographie dédiée à Dieu. Elle y ment beaucoup, mais le récit s'arrête dès la fin de son enfance. On peut dire que cette dernière partie de sa vie est sans doute la plus heureuse. Elle se consacre à ce qui lui plaît et à ce qu'elle sait faire. C'est un personnage pittoresque, inclassable, parfois insupportable, mais chez qui tout le monde rêve d'être invité. Le 13 février 1689, elle est frappée d'une maladie de la peau, l'érysipèle. Après 2 mois de souffrance et de fièvre, elle s'éteint le 19 avril 1689 à l'âge de 63 ans. Elle avait demandé des obsèques modestes, mais le pape va ordonner une cérémonie grandiose. Sur le char funèbre, le manteau violet brodé d'or et bordé d'hermine de Christine est posé ainsi que sa couronne et son sceptre. Des funérailles de reine. Le 2 avril, à la lueur des torches, son cercueil est descendu dans la crypte de Saint-Pierre de Rome. Christine de Suède est l'une des 3 femmes qui reposent au Vatican avec Marie-Clémentine Sobieski, épouse de Jacques III Stuart, et la comtesse Mathilde de Toscane.
le pape Innocent XII décidera de faire ériger à la mémoire de la reine convertie, à l'intérieur même de la basilique, un magnifique monument de marbre. En son centre, un médaillon la représente de profil. Ces fabuleux trésors seront dispersés à travers toute l'Europe. Quel jugement porter sur cette femme étonnante! Elle a rempli son époque d'un éclat paradoxal de ses excès et de ses fureurs. À plusieurs titres, elle est le reflet de son siècle. Son image est un mélange de grandeur baroque et de folie brutale. Elle avait un appétit désordonné et insatiable des connaissances, celui d'une femme très en avance sur son temps, sans doute profondément insatisfaite, mais qui affronta avec une égale volonté la gloire et l'échec. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques. Christine de Suède par Bernard Quillet, édition Fayard, 2003. Christine de Suède, la souveraine énigmatique par Verena von der Heidenreich, traduit de l'allemand par Philippe Giraudon, édition Gallimard, 2001. La saga des reines par Jean Descartes, édition Perrin, 2012.